tous et bienvenue sur Du Cappuccino des livres, un podcast dédié à la lecture, aux livres qui nous accompagnent, nous bouleversent ou nous font rêver. Le temps d'un cappuccino. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Lors de cet épisode, faire le bilan de mes lectures du mois de mars 2026. Déjà, 3e mois de l'année, le temps passe. Alors ce mois-ci, on va dire que j'ai lu 10 livres et il y en a un 11e où pour le moment je ne sais pas si je vais le continuer ou si je vais l'abandonner ou si je vais le mettre en pause et le reprendre plus tard. Mais bon, vous découvrirez de quel roman je parle dans la suite de l'épisode. Alors c'est parti pour mon bilan lecture du mois de mars 2026. Le premier livre que j'ai lu, c'est Fragments d'un dieu mourant de Jonathan Brichcy, j'espère que je prononce bien, publié chez ActuSF que j'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition. C'est un roman du genre de la fantasy et qui, dans son résumé, nous explique, dans un paysage désolé, un homme prend la route sur des terres abandonnées en quête de la déesse afin de lui demander de sauver l'homme qu'il aime. Alors mon avis. Dans ce livre, Fragments d'un dieu mourant, tout passe par l'écriture. Le récit se déploie en fragments, pensées, souvenirs, instants, où la poésie se mêle à des mots parfois plus crus. Les phrases, tantôt très courtes, tantôt plus amples, créent une musicalité singulière pour raconter l'amour dans ce qu'il a de plus beau, de plus vrai, mais aussi de plus violent. On y suit un garde royal qui tombe éperdument amoureux de son roi. Leur relation naît et grandit dans un royaume où l'âme du souverain semble gouverner les saisons elles-mêmes. Elle annonce le soleil comme la pluie et ses tourments finissent par peser sur tout un peuple. Peu à peu, l'ombre gagne, entraînant le royaume vers une tragédie. Le garde royal, le héros de cette histoire, celui par lequel on a le point de vue, entreprend alors une quête pour rejoindre la déesse qui a désigné son roi et tenter de le sauver. À travers cette marche, il revisite ses souvenirs, ses sentiments et la force de leur amour. Un texte qui joue avec la langue, la sensualité, et si vous aimez les récits où les mots comptent autant que l'histoire et que vous aimez les amours intenses, cette novella pourrait vous plaire. Le deuxième livre, alors là, on arrive sur le fameux 11e livre, entre guillemets, mais bon, c'est le deuxième qui était dans ma palle. C'est La main gauche de la nuit, d'Ursula K. Le Guin, publié dans ma collection aux livres de poche. C'est un roman du genre de la science-fiction que j'avais mis dans ma palle pour le book club de ce mois-ci qui portait sur de la science-fiction écrite par une femme. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller retrouver cet épisode dans le comment on appelle ça, le sommaire de l'épisode, ou sur toutes vos plateformes et sur YouTube également. Donc bref, c'était un des livres que j'avais sélectionné, puisqu'on est dans une SF écrite par une femme. Alors en résumé, sur Getten, la planète glacée que les terriens nomment Nivose, il n'y a ni homme ni femme, seulement des êtres humains. Des androgynes qui, dans certaines circonstances, adoptent les caractères de l'un ou l'autre sexe. Les sociétés nombreuses qui se partagent Getten portent toute la marque de cette indifférenciation sexuelle. Et l'envoyé, venu de la Terre, la planète Terre, qui passe pour un monstre aux yeux des Géténiens, parviendra-t-il à les rallier à l'écumène ? Donc ça, c'est le résumé. Pour mon avis, eh bien pour ce livre, je vais vous la faire courte. Je l'ai mis de côté. Donc comme je vous disais, c'est le fameux 11e livre que je ne sais pas si je vais le continuer ou si je vais l'abandonner ou si je vais juste le mettre en pause. J'en suis à la page 173 sur 350 et je ne sais toujours pas aujourd'hui, alors que c'est un livre que j'ai commencé au début du mois de mars, là nous sommes à la fin du mois de mars, je ne sais toujours pas si je vais le reprendre.
Ce roman partait pourtant bien avec son résumé, mais plus j'avançais dans l'histoire, plus je me perdais, plus je manquais d'intérêt pour tourner la page, et j'en suis la première désolée. On me l'avait pourtant conseillé, mais je ne sais pas pourquoi, cette histoire et ces personnages ne m'accrochent pas. En bref, à la suite au prochain épisode. Je vous dirai le mois prochain si j'ai repris ou pas ma lecture ou si je l'ai carrément DNF. Le troisième livre que j'ai lu sur ce mois de mars, c'est Amour Saison de Julie Neveu, publié chez Steren Éditions dans la collection Les Épines. C'est un recueil de poésie, d'haïku pour être exact. En résumé, un seul rythme pour raconter l'amour et ses saisons, le perpétuel recommencement dans lequel toute chose vivante s'installe. Ce recueil de 86 haïkus suit le trajet d'un amour organique. Premier frisson du printemps, explosion sensuelle de l'été, mélancolie de l'automne, désarroi de l'hiver, mais le printemps finit toujours par revenir. Cette promenade poétique concentre force et concision pour explorer les nuances du cycle amoureux. Ici, aucun mot de trop. 3 vers et 17 syllabes seulement pour capturer les mouvements de l'expérience amoureuse. Les images se superposent et se poursuivent dans un rythme efficace qui laisse l'espace de s'échapper. Que vous découvriez l'histoire cachée derrière ces saisons ou que vous picoriez les poèmes au gré de vos envies, votre marche sera poésie. Laissez-vous transformer au fil des saisons de l'amour dans une balade contemporaine qui se savoure à fraîcheur de peau. Nourrissez-vous du bout des lèvres, de l'essence de chaque émotion. Alors, pour mon avis, si vous cherchez une lecture dans laquelle piocher au fil des jours ou au contraire à savourer d'une seule respiration, Amour Saison de Julie Neveu est un recueil qui se découvre avec douceur. Le travail éditorial y est particulièrement soigné et la mise en page met joliment en valeur chacun des textes. À travers les 86 haïkus, l'autrice explore l'amour comme un cycle à l'image des saisons. Il naît, grandit, se consume parfois, puis renaît avec la lumière des jours nouveaux. Chaque poème capture un instant, une émotion, une sensation, portée par la musicalité des mots, leur sensualité et leur sincérité. Si vous aimez les textes courts, qui laissent résonner les émotions et invitent à la contemplation, ce petit recueil pourrait bien vous accompagner au fil des saisons. Et si vous souhaitez découvrir l'univers de l'autrice, n'hésitez pas à écouter son interview que j'ai enregistrée début janvier 2026. Donc n'hésitez pas à aller également l'écouter. Le quatrième livre que j'ai lu sur ce mois de mars, c'est le tome 1 de la trilogie des torches, Songlight de Moira Buffini, publié chez La Martinière Fiction. C'est un roman du genre de la dystopie. En résumé, pour eux, nous sommes des inhumains, des déviants. Ils nous pourchassent, nous reformatent, nous font taire à tout jamais. Notre âme brille trop fort, notre don les menace. Nous sommes des torches. Bienvenue dans notre futur où une forme immersive de télépathie a vu le jour, le champ de lumière. Loin d'être accepté, ce 6e sens est une sentence de mort pour les habitants de Brightland. Pourtant, la rumeur court qu'au-delà des frontières, les porteurs du champ de lumière, les torches, sont célébrés. Mais à Brightland, les rumeurs sont ignorées. À Brightland, on suit les règles. Quand Elsa comprend qu'elle est inhumaine, tout un monde s'ouvre à elle. Une voix est entrée en harmonie avec la sienne. Alors, elle décide de fuir, vers la liberté, pour devenir une torche et éclairer l'avenir de son champ. Des amants maudits, une amitié à toute épreuve, un univers post-apocalyptique impitoyable. Alors, mon avis. Au départ, je ne savais pas si j'allais poursuivre ma lecture de ce roman. L'univers se révèle immédiatement sombre et glaçant, d'une grande brutalité envers les femmes, les torches et tous ceux qui ne se conforment pas aux lois imposées. Pourtant, au fil des pages, quelque chose s'installe. L'attachement au personnage, la curiosité de comprendre ce monde et surtout la petite lueur d'espoir qui perce malgré l'oppression. Le roman nous plonge dans une société où certaines personnes possèdent un don particulier, le chant. Une capacité à se connecter aux autres par la pensée et les émotions. Ça m'a d'ailleurs fait un peu penser à la série Sense8 ou Sense8 pour ceux qui l'ont vu, je pense que ça vous parlera. Mais dans ce monde, ce pouvoir est considéré comme dangereux.
Ceux qui le possèdent, appelés les torches, sont traqués, éliminés, voire réduits à l'état d'être dociles et sans volonté. À travers plusieurs points de vue, nous découvrons différents destins. Celui d'Elsa d'abord, une jeune pêcheuse de Northaven, qui ne se sent véritablement libre que sur la mer, là où son chant peut s'exprimer. Mais sa vie est déjà toute tracée. Comme les autres jeunes filles du village, elle doit se préparer à épouser un homme revenu d'une guerre de 10 ans, un étranger qu'elle n'a jamais rencontré. Ailleurs, une autre jeune fille dotée d'un chant puissant tente de cacher sa véritable nature pour éviter la maison des Chrysalides, un lieu où l'on brise les torches en leur ôtant leur chant et leur âme. Elle doit sans cesse faire attention, car si elle est découverte par une sirène, une torche au service du gouvernement chargé de traquer les siens, elle pourrait bien voir son destin bouleversé. D'autres personnages viennent enrichir le récit, un soldat prêt à dénoncer les torches autour de lui pour accomplir son devoir, ou encore Sir Swan qui sert un homme du pouvoir aux intentions particulièrement inquiétantes. Peu à peu, chacun se retrouve confronté à des vérités dérangeantes et doit décider ce qu'il est prêt à faire ou non, au nom de la loyauté, de la survie ou de la justice. Grâce à ces multiples points de vue, le roman dévoile progressivement un monde plus complexe qu'il n'y paraît. On se prend alors à espérer que le vent de révolte et de liberté qui commence à souffler ne soit pas qu'une tempête passagère, mais le début d'un véritable changement. Une dystopie sombre et immersive portée par des personnages nuancés et des dilemmes moraux intéressants. Et c'est justement parce que c'était un univers très sombre que j'ai eu du mal à me lancer dans le texte et après, j'ai adoré. Donc si vous aimez les univers durs, les récits coraux et les histoires où l'espoir persiste malgré tout, ce premier tome pourrait bien vous séduire. Ma 5e lecture, c'était Mère morte d'Aurélie Wellenstein, publiée au livre de poche pour la collection que j'ai dans ma bibliothèque. C'est un roman de genre SF post-apo. En résumé, la folie humaine a finalement eu raison des mers et des océans. Retranchés dans des bastions isolés, les hommes doivent maintenant faire face à un nouveau danger. Le déferlement de marées fantômes, charriant les cadavres des animaux marins disparus, avides de vengeance. Requins, dauphins, raies, tortues et autres reviennent par vagues arracher leur âme aux derniers humains. Seuls les exorcistes parviennent encore à les protéger. Oural est de ceux-là, jusqu'au jour où le capitaine Bengal le kidnappe et l'entraîne à bord de son vaisseau fantôme dans une épopée au cœur même des mers mortes, voguant de marée en marée pour atteindre son but ultime. Alors pour mon avis, dans Mers morte, on découvre un monde post-apocalyptique où les mers et les océans se sont asséchés, entraînant la disparition de toutes les espèces marines. Les abus de l'humanité ont profondément meurtri la planète et les fantômes de ces créatures disparues reviennent désormais hanter la Terre. Par vagues de plus en plus violentes à la fin de leur cycle, elles déferlent et détruisent tout sur leur passage. Pour protéger les populations regroupées dans des bastions, certains humains ont vu émerger en eux des pouvoirs d'exorcistes, capables d'affronter ces vagues spectrales. C'est dans cet univers que nous suivons Oural, dont la vie bascule le jour où il est kidnappé par un équipage de pirates, comme le dit le résumé. Leur capitaine, lui, poursuit une mission bien particulière, celle de traverser les tempêtes et les vagues fantômes à la recherche d'âmes puissantes capables de l'aider à accomplir son objectif. Au fil du voyage, nous découvrons peu à peu les secrets de cette mission ainsi que les événements qui ont conduit le monde à cet état. L'équipage devra affronter de nombreuses épreuves tandis qu'Oural tente de comprendre ce qu'on attend de lui. Malgré tout, il n'a qu'une idée en tête, retourner chez lui, dans son bastion, pour continuer à protéger les siens. Mais ce qu'il découvrira durant ce périple pourrait bien bouleverser ses certitudes et l'emmener là où son destin l'attend vraiment. Un roman sombre et engagé, porté par une forte dimension écologique, des personnages moralement ambigus mais attachants et une atmosphère originale mêlant post-apo, fantômes marins et pirates. Alors si vous aimez les récits d'aventure teintés d'écologie et d'humanité, ce livre, à mon avis, pourrait bien vous plaire. Le 6e livre que j'ai lu, c'est Les 1000 verbes de... Enfin, c'est plutôt une BD d'ailleurs, donc c'est Les 1000 verbes d'Alexandre De Croze, publié chez ActuSF dans la collection Itac, que j'ai reçu en service de presse par la maison d'édition. C'est donc, comme je disais, une BD, pardon, c'est une BD. Alors au niveau du genre, je ne saurais pas trop comment le placer, mais je dirais que c'est un mélange entre roman historique et fantasy
fantastique plutôt. Ouais, une BD fantastique. Alors je vais vous donner déjà le résumé. Le résumé que j'ai trouvé donc sur la BD. Claude de Orville est un être abject. Artiste beau parleur, il a acquis son titre de noblesse dans les mensonges et le sang. Alors que tout lui réussit, une malédiction va bouleverser sa vie. Alors pour mon avis, je suis plutôt mitigée. J'ai d'abord été un peu déstabilisée par le style graphique. C'est une approche du dessin à laquelle je suis peu habituée, mais même si elle sert bien l'atmosphère et le propos du récit, l'histoire nous entraîne dans une chute progressive d'un scélérat persuadé d'être plus fort que tout, mais que le destin finit par rattraper. L'intrigue est intéressante et la construction du récit, faite de présents et de flashbacks qui s'entremêlent dans une période historique mouvementée, permet de dévoiler peu à peu les différentes étapes de cette descente. Cela peut parfois perdre un peu le lecteur dans la chronologie, mais participe aussi à la complexité de l'histoire. Au fond, la BD pose une question assez universelle. Même sous le poids d'une malédiction, sommes-nous réellement capables de changer ? La perspective d'une mort certaine peut-elle nous amener à reconnaître nos erreurs et à évoluer en bien ? Si vous aimez les BD aux dessins originaux, les ambiances sombres et les personnages moralement ambigus, qui évoluent ou pas, à vous de le découvrir, cette lecture pourrait bien vous plaire. De mon côté, malgré un démarrage prometteur et des idées intéressantes, cela n'a malheureusement pas été une lecture qui m'a totalement convaincue, mais n'hésitez pas à vous y plonger également et à me dire ce que vous en pensez. Le 7e livre que j'ai lu, c'est le tome 1 de la série Les Voyageurs, l'espace d'un an de Becky Chambers, publié au livre de poche, dans la collection que j'ai, qui est un roman de SF et dont je vous ai énormément parlé lors du book club, mais je vous refais le résumé maintenant. Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace où elle apprend à vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie. Des reptiles, des amphibiens et plus étranges encore, d'autres humains. La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a choisi de se couper de ses semblables. Le médecin et cuistot occupe ses 6 mains à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Le capitaine humain, pacifiste, aime une alien, dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat. L'IA du bord, qui hésite, elle, à se transférer dans un corps de chair et de sang, et bien d'autres. Alors comme vous avez dû le découvrir si vous avez écouté le book club du mois de mars, j'ai adoré ma lecture de l'espace d'un an de Becky Chambers. C'était exactement ce que j'attendais pour le thème de notre book club de mars, qui était lire un livre de science-fiction écrit par une femme. D'ailleurs, si vous souhaitez mon avis plus approfondi, comme je vous l'ai dit, vous pourrez le retrouver dans l'épisode du book club, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Là, je vais vous en faire un plus petit résumé. Un plus petit avis, pardon. Donc dans cette histoire, on embarque rapidement à bord du Voyageur pour un périple spatial riche en rencontres et en réflexions. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la dimension fond de famille, à la fois touchante et très bien construite. Chaque personnage est attachant et on prend autant de plaisir à suivre leurs liens que leur mission. Au-delà de l'aventure, le roman aborde avec finesse des sujets essentiels, le respect des cultures, des religions, l'acceptation des différences, l'amour et l'amitié dans toute leur sincérité. Il interroge aussi la guerre, ses origines, ses dérives, et montre ce qui peut pousser des peuples à s'unir ou à se déchirer, souvent par peur de l'autre ou par désir de domination. Le tout dans une ambiance douce, parfois presque cosy, qui contraste joliment avec la profondeur des sujets. C'est à la fois réconfortant et prenant. On a toujours envie de savoir ce qui attend l'équipage. Et bonne nouvelle, l'univers se prolonge dans d'autres tomes. Donc si vous aimez les vibes à la Star Trek, les voyages spatiaux et les histoires humaines ou interespèces, chaleureuses, malgré les épreuves, alors foncez, ce livre fait du bien. Je ne peux que vous conseiller de le lire. Ma 8e lecture était le tome 1 de la duologie Dissidente de Toscan Nouri, publié chez Didier Jeunesse et qui est également un roman de dystopie. Résumé. Alors, depuis l'extinction, naître femme est une exception. Des exceptions que la milice traque sans relâche, jusqu'à la dernière.
Joe est en fuite. L'état d'urgence démographique, déclaré 30 ans plus tôt, lorsque le monde a sombré dans le chaos, a pris un nouveau tournant. Désormais, ce sont toutes les filles de plus de 15 ans qui doivent se soumettre au devoir de procréation ou rejoindre les instituts de natalité. Aucune d'elles n'en est jamais revenue. Pourchassée par les autorités, le seul espoir de Jo est de rejoindre l'Union scandinave, encore libre de toute oppression. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Pour passer la frontière, elle doit s'allier à Edgar, qui a vécu toute sa vie en autarcie et ignore tout du gouvernement qui fait régner la terreur. D'autant plus que le jeune homme a la fâcheuse tendance à attirer des fugitifs dans leur périple. Acculé, il risque le tout pour le tout et non plus qu'un objectif, survivre. Alors dans Dissidente de Tosca Nourri, on plonge dans une dystopie aussi glaçante que troublante, mais je pense que c'est le propre de toute dystopie, où les femmes se font de plus en plus rares. Une situation critique puisque sans elles, plus aucune naissance n'est possible. Pour pallier cette crise, le gouvernement instaure une nouvelle république qui prive les femmes de leurs droits les plus fondamentaux. Leur rôle est réduit à un seul objectif, enfanter. Et pour y parvenir, tous les moyens sont utilisés, y compris les mariages forcés dès l'âge de 15 ans et une soumission totale à l'injonction de la natalité. Évidemment, ce système ne fait pas l'unanimité. Des rebelles s'organisent dans l'ombre pour renverser ce régime oppressif, car refuser d'obéir, c'est risquer la torture, l'emprisonnement, voire une exécution publique. Ce roman m'a profondément bouleversée et souvent terrifiée. L'autrice maîtrise son intrigue avec brio, instillant une tension constante qui pousse à tourner les pages sans relâche. On suit notamment Jo, une jeune rebelle déterminée qui, arrivée à l'âge d'enfanter, cherche désespérément à fuir ce monde qui ne lui offre ni choix ni liberté. Sur sa route, elle rencontre Edgar, un jeune homme naïf et touchant, élevé à l'écart de cette réalité par son grand-père. À travers ses yeux, on découvre progressivement l'horreur de cette société, ce qui renforce encore plus notre attachement à lui. Ce procédé narratif est particulièrement efficace et témoigne du talent de l'autrice pour rendre son univers accessible et immersif. Cette lecture est à double tranchant, à la fois dérangeante et terriblement addictive. Impossible de rester indifférent face au sort des personnages et l'envie de connaître la suite devient vite irrépressible. J'attends donc le tome 2 avec impatience pour retrouver ces personnages et découvrir ce que l'avenir leur réserve. Si vous aimez les dystopies sombres, les récits prenants et les personnages sincères prêts à tout pour survivre, alors ce roman est fait pour vous. Et bonus, vous pouvez écouter Tosca Nourri dans une des interviews que j'ai effectuées, je crois, sur le mois de février. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour en savoir un petit peu plus sur cette autrice de génie et sur son univers. Le 9e livre que j'ai lu, c'est le tome 1 de la duologie What the River Knows d'Isabelle Ibáñez, publié chez Rajo, qui est un roman que je situerais entre la fantaisie et le fantastique et le roman historique. Ouais, ça fait beaucoup. En résumé, Inés Oliveira, 17 ans, appartient à l'aristocratie argentine. Alors que ses parents réalisaient des fouilles archéologiques en Égypte, il décède dans des circonstances mystérieuses. Cherchant à comprendre, Inès embarque pour le Caire avec pour seul bagage ses carnets de croquis et une bague que son père lui a envoyée avant de mourir et qui semble recéler une étrange magie. Lorsqu'elle arrive en Égypte, Whit, le jeune assistant de son nouveau tuteur, l'attend de pied ferme avec la mission de la renvoyer chez elle. Mais Inès est bien déterminée à obtenir des réponses et peu importe si celle-ci pourrait lui coûter la vie. Alors pour mon avis, que dire de ce premier tome ? Eh bien c'est une histoire qui a su m'intriguer dès le départ, même si j'ai trouvé le rythme un peu lent au début. Cela dit, comme il s'agit d'une duologie et d'un tome 1, cette mise en place est finalement assez logique. J'ai particulièrement apprécié les deux personnages principaux, Inès et Whit, qui forment un duo agréable à suivre. Leurs personnalités parfois opposées compliquent leur entente, mais rendent aussi leur interaction d'autant plus intéressante. Leur relation évolue de manière crédible et on se laisse facilement emporter par leur alchimie, leurs échanges et la tension qui les lie.
L'un des points forts du roman réside aussi dans son ancrage historique. L'autrice précise s'être inspirée de faits réels, tout en prenant certaines libertés pour servir son intrigue. Le résultat est très réussi. Elle parvient à nous captiver tout en mettant en lumière les dérives de l'époque des grandes explorations archéologiques en Égypte. Le roman aborde avec justesse les ravages causés par certaines fouilles, ainsi que la cupidité de ceux qui voyaient avant tout la valeur marchande des artefacts anciens. Enfin, la quête d'Inès pour comprendre ce qui est arrivé à ses parents donne une véritable intensité au récit et renforce notre immersion. Si vous aimez les héroïnes fortes, maîtresses de leur destin, les enquêtes, les mystères archéologiques, les chasses au trésor et les enjeux qui les accompagnent, ce livre devrait vous emporter comme il l'a fait pour moi. Mon 10e roman, c'est Petit meurtre dans l'après-midi d'Alice Slater, reçu en service de presse par l'intermédiaire de Ned Gallet et publié chez La Croisée. C'est un roman que je qualifierais de noir. C'est pas vraiment un roman policier parce qu'il n'y a pas d'enquête policière avec des policiers dedans, mais il y a une enquête, c'est un mystère à résoudre avec une disparition étrange. En résumé, Daniel, parti en voyage à la Nouvelle-Orléans, n'est jamais revenu. Pour élucider le mystère de sa disparition, sa sœur Caroline, à Londres, organise un dîner avec ceux qui le connaissent. Des copains de fac et de son groupe de rock, ainsi que Célina, petite amie de Daniel, amatrice de pratiques occultes, se retrouvent donc pour une soirée qui prend vite un tour inattendu. Au menu, interrogatoire subtil en hors-d'œuvre, confrontation en plat de résistance, agrémenté de cocktails sophistiqués voués à délier les langues. Entre la frénésie de Londres et l'ambiance moite, festive et trouble de la Nouvelle-Orléans, le roman se déroule tambour battant au fil du récit de personnages qui ont tous quelque chose à cacher. Donc, comme vous l'aurez compris, au menu du jour, Petit meurtre dans l'après-midi d'Alice Slater. En amuse-bouche, sous la forme originale d'un menu accompagné de son verre d'alcool à chaque page, ce roman nous invite à une expérience de lecture aussi déroutante qu'intrigante. Dès les premières lignes, on comprend que quelque chose cloche et on a envie de creuser. En entrée, à travers les voix de 4 amis et sa sœur, on remonte le fil de la vie de Daniel, de son passé jusqu'à ce moment suspendu qu'est sa disparition. Chacun livre sa version, son regard, sa vérité, et déjà le malaise s'installe. En plat principal, plus on avance, plus les masques tombent. Les souvenirs se fissurent, les contradictions émergent et les différentes facettes de Daniel se dessinent, sans jamais vraiment s'assembler. Ce jeu de perspective est fascinant. Il nous rappelle à quel point la perception de l'autre est subjective, modelée par nos émotions, nos biais et notre histoire. En fromage, niveau fromage, partie fromage du repas, du menu, ou petit bémol. J'avoue avoir eu du mal à m'attacher au personnage, mais en y réfléchissant, cela sert aussi le propos. Difficile de réellement saisir quelqu'un quand on ne le connaît qu'à travers son récit, ou celui biaisé des autres. En dessert, un roman qui intrigue, dérange parfois, mais qui pousse à réfléchir, car il joue avec nos nerfs et notre perception. Une construction originale et intelligente qui nous fait douter jusqu'au bout. Pour le digestif, une lecture intéressante, comme je vous le disais, déroutante, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. Mais si vous aimez les récits à plusieurs voix, les structures narratives atypiques et les mystères qui se dévoilent peu à peu, ce livre pourrait bien vous séduire. À consommer sans modération ou presque, mais surtout, ne vous fiez à personne. Le 11e et dernier livre de ce mois de mars 2026, c'est le préquel de la série Le Trône de Verre, la lame de l'assassineuse de Sarah J. Maas, en version audio sur Audiolib et lu par Alice Allwright. C'est un roman du genre de la fantasy. Alors, en résumé, rien ni personne ne résiste à Célina Sardotienne, la tueuse la plus redoutée de l'empire d'Adarlan. La jeune femme doit sa réputation et ses nombreux contrats à son maître, Arubin Hamel, en qui elle a une confiance infinie. Mais lorsque ce dernier l'envoie en mission loin de la capitale, Célina se retrouve confrontée à des choix difficiles, loin de l'influence de son mentor. Bientôt, c'est son allégeance à la guilde des assassins qu'elle remet en question. Le passé de Célina, enfin dévoilé dans 5 récits inédits. Donc,
comme vous l'avez compris. C'est donc la nouvelle... Enfin, c'est pas... L'ancienne série s'appelait Keleana. Elle a été publiée sous ce nom-là. Et là, il y a eu une nouvelle édition. Donc par... d'ailleurs, je vous ai pas noté la maison d'édition d'origine. Bah écoutez, je vous ferai ça pour la prochaine fois. Mais donc, c'est la série Le Trône de Verre. Dans ce recueil de nouvelles, on a donc 5 récits inédits. Je ne vais pas vous donner les titres, mais plutôt vous donner mon sentiment par rapport à cette écoute, du coup, puisque c'est un livre audio. Alors pour une première découverte de cet univers, je suis totalement conquise. La version audio est particulièrement immersive, on suit avec attention les aventures et les déconvenues de l'héroïne, Célina. Ce fut un vrai plaisir d'écouter son histoire. J'avais entendu des avis très partagés sur cette saga et je voulais me faire ma propre opinion. Verdict, je ne suis pas déçue, bien au contraire. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas suivi l'ordre de lecture classique puisque c'est ma première introduction à cet univers. Je n'ai pas commencé par le tome 1, ni placé ce recueil entre le tome 2 et 3, comme cela est souvent conseillé. Je me suis dit que si ce préquel me convainquait, je poursuivrais la série. Et c'est un pari réussi. J'ai d'ailleurs déjà utilisé un de mes crédits pour me procurer le tome 1 de la série Le Trône de Verre qui attend sagement dans ma palle audio. Il me tarde de m'y plonger pleinement. À travers ces différentes nouvelles, on apprend à connaître Célina, une jeune assassineuse charismatique, forte et résolument badass. Chaque histoire apporte son lot de révélations sur son passé, son univers et les enjeux qui façonnent son monde. Les personnages qui croisent sa route ou qui s'y installent durablement sont intrigants et j'espère en retrouver certains dans la suite de la saga. La plume de l'autrice est fluide et agréable et les récits sont tout simplement addictifs. À l'heure où j'écris ces lignes, il ne me reste qu'une dernière nouvelle à découvrir et j'ai hâte de la terminer pour enchaîner avec le premier tome. Alors si comme moi, vous aimez les univers riches en world building, les personnages complexes et bien développés et la fantasy en général, alors l'histoire de Célina devrait vous plaire autant qu'elle m'a séduite. Et voilà. Pour finir, je vais vous donner ma lecture en cours, comme j'ai pris l'habitude ces derniers temps de vous le faire. Alors comme je vous le disais juste avant, il ne me reste plus qu'une nouvelle à lire dans La lame de l'assassineuse de Sarah J. Maas. Et ensuite, gros dilemme. J'hésite entre 2 romans et impossible de trancher pour l'instant. J'ai envie des 2, tout simplement. Alors peut-être que la solution, ce serait de les lire en même temps. Pourquoi pas, après tout. Mais pour savoir ce que j'aurais finalement choisi, ou si j'ai complètement craqué pour les 2, il faudra attendre mon prochain bilan lecture à la fin du mois d'avril. Un peu de suspense, ça ne fait jamais de mal. Et voilà, il est temps de conclure cet épisode du podcast. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a nourri votre curiosité et semé quelques idées de lecture à découvrir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode, à liker et à partager autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, @jess_angel, ou m'écrire si vous avez envie d'échanger, de poser une question ou de me parler de vos lectures à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast en cliquant simplement sur s'abonner. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.